Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour déjà cette 338e rencontre Lille avec Johan Luis pour son roman Junil, qui est traduit du catalan par Juliette Lemerle aux éditions Les Argonautes, et avec Katharina Loy van Hoff, je vais prendre mon temps pour le dire, qui est fondatrice de la maison Les Argonautes, qu'on a déjà reçue notamment pour les rentrées littéraires. Et elle nous avait parlé récemment de Joan Luis, de Junil, ce roman si singulier dont on va parler longuement ce soir. Alors déjà, bonsoir à tous les deux. Et on va commencer par Bonsoir. Bonsoir. On va Bonsoir. commencer par Katharina pour nous présenter cet auteur finalement et notamment l'histoire qui lie l'éditrice et l'auteur. C'est la première fois qu'on vous lit en français, Johan Luis. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment en catalan, et on parlera de la langue qui a un rôle capital dans votre œuvre. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous parliez, Katharina, de ce rapport entre éditeur et auteur et la découverte finalement de ce texte et de cet auteur, vous qui êtes si attaché aux langues européennes. Oui, effectivement, donc c'est le cas qui arrive parfois avec des langues un peu plus rares. C'est la traductrice qui m'a proposé le roman, donc qui m'a parlé de Joan Luis Luis en premier et qui m'a parlé notamment de Junil. Et j'ai demandé le manuscrit à l'agent de Joan Luis Luis et j'ai découvert donc un roman qui m'a tout de suite frappé comme singulier. Et quand j'ai lu la biographie, j'étais j'étais encore plus surprise parce qu'en tant qu'Allemande, qui vit en France depuis longtemps, mais je ne savais même pas qu'il y avait une région en France où on parlait catalan et euh, voilà, il pourrait y exister des auteurs français, parce que Joan Luis Luis est français, il vit à Perpignan. Il pourrait y avoir des auteurs français qui écrivent en catalan. Et je pense qu'effectivement, c'est très, très rare. Et ça m'a beaucoup intriguée. J'ai vu tout de suite que Joan Luis Luis avait une œuvre, je pense une bonne dizaine de romans, non? Est-ce que c'est ça? Ou un Quelques. peu moins? À peu près, oui. À peu près. Oui. Et qu'il C'est un peu avait, trop, peut-être. Mais bon. et qu'il avait, il y a aussi des essais, non? Il y a des essais. Oui, On pourra tout à l'heure peut-être en dire un peu plus, mais il y a donc une œuvre qui est assez consistant. Il a déjà reçu les plus grands prix dans l'équivalent du prix Goncourt en Catalogne. Donc tous ses romans et toutes ses œuvres sont publiés à Barcelone, qui semble bien plus près de Perpignan ou du village de Joan Luis Luis que Paris, ça c'est sûr. oui, Et donc à Barcelone, il a reçu les prix littéraires les plus importants pour l'écriture en langue catalane et notamment pour Junil, deux prix du meilleur roman qui sont vraiment importants, donc le Crescels et le prix Omnium. Et j'étais impressionnée et j'ai continué à lire et je me suis dit, mais tant pis, ça sera mon premier auteur français parce que normalement, on publie que des auteurs étrangers. Mais voilà, une grande exception, une belle exception, et c'est vraiment une écriture qui m'a tout de suite frappée par sa force, par son originalité, par sa simplicité, le style. C'est vraiment quelque chose de, pour moi, assez exceptionnel. Et voilà, je vous laisse découvrir. Alors c'est en effet une semi-exception, puisqu'en effet la langue, c'est quand même une traduction finalement, et c'est ça qui m'intéresse grandement aussi dans votre œuvre, Joan Luis, c'est que vous auriez très bien pu l'écrire en français, vous avez décidé de l'écrire en catalan. Ce choix, il est quand même extrêmement fort. C'est peut-être, je pense que c'est peut-être une première, de se forcer à écrire dans une autre langue finalement, alors qu'on pourrait l'écrire en français, c'est se mettre une sorte de difficulté, alors je ne vais pas dire un handicap, hein, mais en tout cas une difficulté supplémentaire. Pourquoi ce choix? Et notamment par rapport au fait que vous êtes traducteur, notamment de Boris Vian, Voltaire et Céline. On va en reparler tout à l'heure parce que dans le texte, il y a quelque chose qui m'a peut-être happé par rapport à ça. Mais en tout cas,
votre rapport à la traduction, est-ce que finalement vous vous sentez auteur ou traducteur? Oh, je me sens auteur, je me sens auteur. Euh, traducteur, c'est un à côté extrêmement enrichissant, hein, mais c'est un à côté. J'aime beaucoup, j'ai découvert assez tard que j'aimais beaucoup traduire. Je traduis du français vers le catalan et aussi de l'occitan vers le catalan. Il y a de très bons auteurs occitans qui ne sont pas du tout connus en France. En fait, vous parlez d'un handicap d'écrire en catalan. C'est un handicap très joyeux et très heureux, hein, en ce qui me concerne. Je suis pas le premier et j'espère pas le dernier à être, disons, un citoyen français qui écrit dans une autre langue, une langue territoriale. Il y a, Frédéric Mistral avait eu le prix Nobel de littérature en 1904 pour une œuvre écrite en provençal. Donc, il y a en fait dans toutes les régions où on parle notre langue, il y a des gens qui écrivent dans les autres langues, sauf que c'est très peu connu, soit pour une question de qualité, soit pour une question, disons, qui n'a rien à voir avec la qualité, mais qui est parfois peut avoir avec des préjugés, avec l'idée que si on n'écrit pas en français, on n'est pas un bon auteur, parce qu'on ne doit pas. Enfin, c'est quelque chose qu'on m'a dit parfois, que si j'écrivais en catalan, c'était forcément que j'écrivais à propos de danse folklorique, de gastronomie et des jolis paysages de chez nous, et que je n'avais rien d'autre à dire que ça. Et en fait, ça n'a rien à voir, évidemment, hein. La langue n'a rien à voir avec, ou en tout cas n'a à voir qu'en partie avec les sujets dont on peut parler. Et moi, j'ai décidé, adolescent, que si j'écrivais, ce serait en catalan, pour une question d'harmonie, en quelque sorte. Moi, je suis un produit de l'école française. J'ai pas fait l'intégralité de toute ma scolarité universitaire en français. Et pour moi, le catalan, c'est une langue très pauvre, hein, qu'on ne parlait plus beaucoup. Enfin, je ne vais pas vous faire un topo sur la sociologie du catalan. Si ça vous intéresse, j'en parlerai bien volontiers, hein. Disons que c'est une langue appauvrie et réduite à une très simple expression du fait de son exclusion du système scolaire, en gros. Euh, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à la langue catalane, à l'histoire de la Catalogne et toutes ces sortes de choses, je me suis rendu compte que ça résonnait d'une façon harmonieuse. C'était pour moi la langue juste. Juste comme on peut dire d'une note de musique qu'elle est juste. C'était agréable pour moi d'écrire en catalan, même si effectivement, puisque je ne l'ai jamais étudié à l'école, je ne connaissais pas vraiment les règles de grammaire et d'orthographe. Et que en ce qui concerne la langue catalane, je suis autodidacte, disons, en gros. Ce qui est d'autant plus impressionnant, mais justement, qu'est-ce qui change finalement entre les deux langues, et notamment pour Junil? Alors, je n'ai pas lu l'ensemble de votre œuvre, mais pour Junil, finalement, pour ce roman-là, si ça avait été écrit en français, est-ce que ça aurait changé quelque chose au rythme, à la manière dont vous avez perçu cette héroïne-là? Est-ce qu'il y aurait pu y avoir des différences narratives, des différences rythmique, musicale finalement? Est-ce qu'on pourrait y songer? Oui, bon, c'est une expérience que je n'ai pas tentée. Je me posais la question au départ. Enfin, il y a quand même, maintenant, il y a de nombreuses années que j'écris, que je publie. Donc, c'est plus une question qui me préoccupe. Mais oui, sûrement, ça serait un peu différent, surtout dans la forme, dans le rythme, dans la musique, hein, probablement. Hum, Moi, quand j'ai commencé à essayer d'écrire en catalan, je me suis rendu compte que d'abord, je ne savais pas écrire en catalan, donc c'était un peu un problème. Mais ça m'a semblé très vite être une chance, une sorte de vertu, parce que je me suis dit que je serais obligé de savoir très exactement ce que je voulais dire avant de le dire. Alors qu'en français, disons que j'avais certaines facilités pour faire des phrases très jolies, très longues, qui n'étaient pas forcément intéressantes, mais formellement, je savais comment faire en français. Alors qu'en catalan, il fallait que je sois beaucoup plus concentré et beaucoup plus précis. Et ça, je crois que ça m'a beaucoup servi, en fait, cette sorte de contention, que je crois que plus ou moins j'ai gardé. Vous êtes un homme de défi, Johan Luis. Non, pas forcément. Mais en tout cas, moi, quand j'étais enfant, préadolescent, je lisais beaucoup Pif Gadget, hein. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Pif Gadget, avec les aventures du docteur Justice, qui était un médecin qui courait le monde et qui était karatéka et qui réparait des justices.
avec les vaccins et un coup de karaté. Et on voyait parfois son maître japonais qui lui avait tout appris. Et le maître avait une phrase qui m'avait beaucoup marqué et qui m'a curieusement, enfin bon, c'était le vrai courage est de faire ce qui est juste. Et je trouve que parfois on peut trouver des petits chemins dans des endroits vraiment imprévus. Mais si je fais une sorte de bilan, je dois dire à côté de certains philosophes ou d'écrivains ou autres penseurs ou des grands leaders que j'ai pu suivre et respecter, Docteur Justice, bah, il est quelque part. Je sais que ça fait rigoler de dire ça comme ça, mais Pas du tout. c'est vrai. C'est la pop culture. Alors, il y a une question de Rosemary qui demande, c'est une question en effet assez juste, puisque vous auriez pu traduire votre propre livre, et finalement, Oui. c'est Juliette Lemerle qui le fait. Est-ce que justement, c'était une question de mise à distance de l'auteur pour avoir une traduction moins personnelle, moins intime, finalement, pour ce roman-là ou pour les autres? Alors, j'ai très tôt décidé de ne pas me traduire pour plusieurs raisons. D'abord parce que en écrivant en catalan, j'ai quand même perdu un peu de français en route, hein. Pas beaucoup, mais enfin, disons, des fois, je m'aperçois qu'en parlant français, j'ai des tournures qui sont pas vraiment correctes. Parfois, je dis des verbes en français qui n'existent pas en français, qui existent en catalan et je les francise. Donc ça, c'est un peu, c'est facile à limer, hein, c'est pas grand-chose, mais bon. Mais c'est surtout pour une question de temps. Le temps que j'ai dans la vie, je préfère le passer à écrire un autre roman qu'à retourner sur le même roman et à le recommencer dans une autre langue. C'est surtout ça qui me préoccupe. Très bien. Voilà. Alors, lecteurs français que nous sommes, nous n'avons pas justement accès à vos anciens romans. Et alors, peut-être que Katharina va développer des traductions d'autres romans. Ça, elle nous dira juste après. Mais euh, finalement, comment s'oriente votre œuvre? Sur quelle thématique? Alors, ici, évidemment, c'est l'identité, c'est l'autre, c'est la lecture et la bibliothèque. Comment dire, les lieux de lecture sont aussi importants dans Junil. Mais par rapport aux autres textes, finalement, est-ce que celui-ci détonne par rapport à l'ensemble de votre œuvre? Est-ce qu'au contraire, les thématiques de l'œuvre de Joan Luis Ruiz sont plutôt les mêmes? Alors là, je n'en sais, j'allais dire une grossièreté, je dirais pas la grossièreté, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. J'essaie de jamais trop m'interroger sur la globalité de ce que j'écris. Je trouve que, enfin, je préfère de beaucoup aborder chaque roman comme un monde différent et pas comme une galaxie qui me serait propre où je brode, je recommence. Alors sûrement je le fais, hein. En fait, oui, je sais que je le fais. Il y a des journalistes et des critiques qui ont indiqué des pistes. Par exemple, il semble, en fait, et je confirme que c'est le cas, mais je ne sais pas pourquoi, que la plupart de mes personnages sont tous des marginaux, indépendamment du contexte du roman. Euh, je dois constater que c'est vrai, mais c'est pas volontaire. Je m'en suis rendu compte parce qu'on me l'a fait remarquer. Et je crois que ça continuera à être comme ça. C'est sûr, ça peut avoir avec une sorte de. Il peut y avoir une analyse psychanalytique du fait que je me sens un peu marginal moi-même dans pas mal de situations de la vie. Euh, mais voilà, je ne peux que le constater. Il y a aussi une certaine importance de la mémoire. De la mémoire de la fiction qui ne passe pas par la littérature écrite. La littérature orale, les contes ne sont pas forcément omniprésents, mais il y a parfois des petites touches comme ça qui vont, qui viennent. Alors que j'ai pas une grande culture de littérature orale, je suis pas du tout un spécialiste de ça, mais ça me touche, je crois. Alors, on vous demande si vous avez traduit également en castillan dans le chat. Junil est traduit en castillan, oui, effectivement. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est une langue étrangère, le castillan. C'est une langue très proche, c'est une langue assez proche du catalan. Je le parle, le castillan, mais c'est pas une langue que je pratique. C'est une langue que je pratique rarement. Très bien, c'était notre spécialiste hispanique qui posait la question. D'accord. Alors, on va rentrer
dans le vif du sujet avec cette héroïne-là, cette relation finalement père-fille que vous développez dès le début, mais que vous excluez dès le début aussi. Vous l'écartez dès les premières pages comme une sorte de mise en abîme où ce père méprise sa fille de 8 ans après un incendie qui ravage la famille entière. J'aimerais que vous nous parliez finalement de cette héroïne qui a peut-être germé en vous pendant des années. Le livre était sorti en 2021, je crois, il y a déjà Oui. 3 ans en Catalogne. Qu'est-ce qui a germé pour créer une héroïne qui a un destin assez fou et en même temps avec laquelle on aime parcourir finalement toutes ces péripéties et ce voyage dont on parlera juste après? Bah, la naissance de Junius, c'est une naissance par ricochet, en quelque sorte, je n'avais pas prévu du tout. En fait, moi, j'avais envie de parler d'Ovide. Alors, au départ, c'était Ovide. J'avais envie de faire un roman autour d'Ovide parce qu'il a eu un destin extraordinairement compliqué sur la fin de sa vie, avec un contraste très fort. C'était vraiment le prince des poètes de Rome à son époque. Et puis, il a fini en exil, en relégation au fin fond de la mer Noire, sur le bord de la mer Noire, dans l'actuelle Roumanie. Euh, J'avais envie de parler de ça, sauf que ça a déjà été fait pas mal de fois. Il y a pas mal de romans moi, j'en ai repéré au moins quatre de romans écrits en quatre langues différentes au cours du XXe siècle qui parlent de l'exil d'Ovide et je me disais que il était probable que le monde n'avait pas besoin d'une nouvelle version de l'exil d'Ovide et que je devais trouver une autre façon de voir. Et j'y ai pensé très longtemps comment je pouvais faire et puis j'ai pensé que une solution possible, ce serait de passer par le biais d'un lecteur d'Ovide, que le personnage principal ne soit pas Ovide, mais un lecteur, un de ses lecteurs ou une de ses lectrices. Et alors là, je me suis posé la question de savoir si c'était mieux un garçon ou une fille. Je savais que ce serait quelqu'un de très jeune parce que j'avais besoin de quelqu'un qui ait beaucoup d'énergie physique, mais aussi beaucoup de naïveté. Euh, mais garçon ou fille, j'étais pas sûr. Et puis après, c'est le contexte de l'époque romaine qui m'a fait choisir. C'est pas un roman historique, hein, je suppose que ceux qui l'ont lu seront d'accord avec ça. Enfin, j'espère. En tout cas, si vous voulez, je peux argumenter pourquoi c'est pas un roman historique, si la question est posée. Un fond historique, en tout Oui, il y cas. a un fond. Oui, il y a un fond historique, il y a un contexte. Et dans le contexte de l'époque romaine, les filles et les femmes étaient mineures tout le long de leur vie. Elles étaient soumises au père, elles étaient soumises au mari. Si le mari mourait, elles étaient soumises à un frère ou voire même à leur fils. Euh, donc cette situation extrêmement désagréable euh, pouvait être, par contraste, assez intéressante et riche dans un contexte d'un roman, parce qu'un garçon, il pouvait trouver un chemin personnel de liberté assez facilement. Il pouvait décider de partir et partir. Par contre, une fille, c'était pratiquement impossible. Et donc, je me suis dit au tout début, si c'est une fille, ce sera plus compliqué. Il faudra vraiment que je fabrique un engrenage pour lui permettre de trouver son chemin de liberté ou pour l'obliger à trouver son chemin de liberté. Mais si c'est plus compliqué, ça peut être plus intéressant. Et c'est comme ça que je me suis décidé pour une fille, hein. Et après, c'est venu assez vite. Le nom, c'est un nom inventé. Alors, il y a beaucoup de noms inventés, finalement, excepté peut-être Ovide. Tout le reste est Oui, quasiment la temporalité, oui. le lieu aussi, la localisation est aussi inventée. Finalement, justement, c'est là où vous vouliez véritablement en faire un roman, un véritable roman. Tout à l'heure, Katharina parlait des essais que vous aviez pu faire. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement la matière romanesque? Après toute votre œuvre, l'œuvre est extrêmement hétéroclite. Qu'est-ce que ça vous amène concrètement d'aller vers le romanesque? Parce que on le sent poindre à certains moments dans votre roman. Vous êtes quand même acteur de la société et on sent ce petit côté caustique, ce côté sarcastique que vous faites passer à travers les personnages et notamment Junil. Oui, alors j'imagine que ce que ça m'apporte, c'est ce que m'apportent les romans en général comme lecteur. Euh, alors, on peut lire de tout, mais quand on écrit, il faut être vraiment, il faut choisir parce qu'on ne peut jamais, on n'écrira jamais qu'une toute petite partie de tous les livres par rapport à tous les livres qu'on a lus.
Donc, il faut être très sélectif. Et moi, je m'ennuie profondément à l'idée d'écrire sur moi-même ou sur mon environnement immédiat ou sur l'époque actuelle. C'est quelque chose qui, du point de vue romanesque, ne m'intéresse pas du tout. J'ai vraiment envie et probablement besoin de partir dans des mondes qui n'existent pas et de les fabriquer à ma mesure. Cette mesure peut être bonne ou pas bonne, ça c'est autre chose. Euh, Moi, ce qui me plaît, c'est l'inventer. Je- c'est vraiment là où je... En tout cas, la première source de plaisir pour moi en écrivant, c'est l'invention. Après, il y a l'écriture, il y a le style, il y a toute la recherche musicale qui est à la fois douloureuse et très satisfaisante selon les cas, selon les jours. Mais l'invention, j'adore ça. Inventer des personnages, inventer des situations, ça me permet de passer une partie de ma vie réelle hors de chez moi, en quelque sorte, parce que c'est une forme d'abstraction, d'isolement de la réalité, et je trouve ça extrêmement agréable et enrichissant. Et Junil découvre Ovide un petit peu par hasard finalement Oui, avec l'art d'aimer. Et il y a un passage notamment, là où je disais que c'était un petit peu finalement sarcastique, c'est sur le passage des auteurs morts, des auteurs décédés, puisque Junil oui, est surpris qu'Ovid soit le premier auteur vivant qu'elle connaisse. Elle pensait en tout cas lire que des auteurs morts, et j'ai l'impression que c'est aussi votre cas, puisque vous me l'avez dit tout à l'heure en préambule. Et je vais donc citer un passage. Il y a des auteurs vivants qui sont dignes d'être lus. Jusque-là, Junil croyait que la littérature était un héritage du temps d'avant, quand les hommes étaient sages, parlaient peu, écoutaient beaucoup et ne lésinaient pas sur les sacrifices aux dieux, quand les satyres, les nymphes et les cyclopes vivaient parmi les humains, quand on pouvait voir les dieux descendre de leur domaine pour donner des conseils aux personnes honorables, les aider ou tenter de les tromper, quand les conflits et les jeux de séduction entre le monde humain et le monde divin engendraient des demi-dieux qui emplissaient les mémoires de leurs prouesses, quand la terre étincelait et grondait, et quand il ne flottait pas dans les villes d'odeurs de poissons frits. Finalement, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. On est sur un... Alors, le roman est extrêmement, entre guillemets, dans un temps ancien, mais une fois de plus, le rôle de l'auteur est de faire aussi percuter les époques, et je trouve que sur de nombreux passages, il y a cette actualité que vous faites revivre par petites touches, et cette touche-là m'intéressait particulièrement parce que j'ai l'impression qu'aussi vous êtes un lecteur d'auteurs morts. oui, c'est vrai. Mais c'est pas morbide, hein. On peut être... C'est parce que dit comme ça, lecteur d'auteur mort, ça fait un peu morbide, je trouve. Mais c'est pas le cas. Non, pas totalement, mais c'est vrai que je préfère relire, hein. C'est peut-être une question d'âge aussi, à partir d'un certain âge. Euh, je crois que c'était Gainsbourg qui disait à partir de 50 ans, on ne lit plus, on relit. Bon, c'est pas forcément une règle à suivre, mais on me parle énormément de cet extrait-là où on veut souvent y voir une critique voilée du monde d'aujourd'hui, de la littérature ou des auteurs d'aujourd'hui. En fait, c'était pas le cas pour moi. Ce que je voulais surtout montrer, c'était la naïveté profonde de Junil et son inculture profonde. Parce qu'en fait, elle connaît pratiquement rien. Elle ne connaît que ce qu'elle peut lire grâce à un esclave qui, en cachette, lui donne à lire ou lui lit à voix haute. Elle est même analphabète au départ. Oui. Donc pour moi, c'était surtout ça que je voulais faire noter. Mais c'est vrai que forcément, ça peut résonner sur une attitude par rapport à la littérature d'aujourd'hui. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a des très grands écrivains qui mériteront d'être lus dans un siècle ou deux. J'ai aucun doute là-dessus. Sauf que comme on ne sait pas trop qui sont ces écrivains qui mériteront d'être lus dans un siècle ou deux, je préfère lire les écrivains qui écrivaient il y a un siècle ou deux, dont on est sûr qu'ils valent la peine d'être lus aujourd'hui. Le travail d'écrémage, disons que je préfère que ce soit d'autres qui le fassent. Moi, c'est un peu peut-être égoïste, mais je préfère me concentrer sur ce dont on sait vraiment que ça vaut la peine, qu'il valent la peine d'être lu. Et deuxième extrait qui se rapporte aussi avec ce que je viens de dire, qui est un peu plus loin, mais notamment sur le côté populaire finalement des grands livres, des 10 meilleurs livres de la FNAC, des 10 meilleures ventes de la FNAC, parce qu'en effet, ce sont rarement les meilleurs livres. Je vous cite.
Pour mesurer le succès d'un auteur, on se fie d'abord à l'enthousiasme des patriciens qui ont pris le temps de le lire ou qui ont demandé à un esclave de le lire pour eux ou d'en faire un résumé, puis à la quantité de copies que doivent en faire les libraires, les librairies de la capitale et des grandes villes. Et enfin, au zèle dont font preuve les libraires à en chanter les louanges. C'est pourquoi certains auteurs payent de faux lecteurs pour qu'ils vantent leur dernier ouvrage dans les librairies, les temples ou au marché. Là aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que même dans une époque extrêmement lointaine, vous arrivez à nous faire sourire et à nous montrer également l'absurdité d'une certaine société ou en tout cas d'un certain germanopratisme. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous mettez le doigt sur beaucoup de choses. Alors, ce ne sont que des anecdotes dans le texte, hein, bien entendu, mais quand même, euh, quel est votre rapport, quel est votre lien justement par rapport à cette littérature d'aujourd'hui qui est davantage commerciale que littéraire? Oui, bon, mon rapport, je ne sais pas Par rapport trop. à Ovide, je prends le Oui, contre-exemple, oui, oui, c'est oui. Ovide. D'abord, je voudrais dire que ce que vous avez lu là, c'est tout à fait c'est une description assez exacte de ce qui se passait vraiment à l'époque romaine. Hein. C'est pas du tout une tentative de faire, de projeter 2000 ans en arrière une situation actuelle. C'est vraiment comme ça que ça marchait. Il n'y avait pas de droit d'auteur. La, la plupart des écrivains étaient des gens riches, voire très riches, et ils auraient sûrement considéré comme une insulte le fait d'être rémunéré pour écrire. Euh, donc c'est vraiment une situation réelle hein, à une époque donnée. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une lecture contemporaine possible. Euh, Moi, j'ai pas, avec la littérature française, en tout cas, j'ai pas une relation actuelle franchement riche. Je dirais que après Marguerite Yourcenar et Marguerite Duras, chronologiquement, j'ai pas lu grand-chose. Bon, je sais que j'ai manqué, enfin voilà, qu'il y a beaucoup de choses qui me nourriraient, me plairaient sans aucun doute, mais j'ai pas une énorme curiosité. J'en ai lu quelque part, hein, de temps en temps, oui. Là, je vais avoir l'air ridicule parce que j'essaie de trouver des noms d'auteurs vivants et j'en trouve aucun qui m'ait vraiment plu, d'auteurs français, hein, je veux dire. Et là, j'en ai un par là devant, mais je n'arrive pas à voir le nom sur la tranche, donc bon, tant pis. Ça ne vous a pas marqué? Non. On va repartir sur Junil, sur le côté esclavage finalement, parce qu'il y a beaucoup d'esclaves dans ce roman, qu'un esclavage mental, un esclavage physique, peu importe, mais on a l'impression que tous les personnages, ou presque, notamment de cette troupe qui va partir, une sorte de communauté de l'anneau, la communauté de Junil, qui va partir, ils sont tous un petit peu esclaves finalement, d'une situation, d'une personne, mais on a l'impression qu'ils sont tous reclus dans leur propre imaginaire parfois, dans leur propre servitude cette volonté de mettre l'esclavage au cœur du roman. Alors peut-être que c'est une autre thématique qui est au cœur du roman, mais en tout cas ça en fait partie. C'est une thématique Oui. importante à mon sens. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté-là justement de faire de tous ces hommes et ces femmes des esclaves d'une société ancienne? Bah, probablement en partie, c'est ce que je disais avant des marginaux qui font toujours partie de, des personnages principaux de mes romans, et aussi de mettre en avant des personnes dont en principe on ne sait rien. Il y a très très peu d'esclaves dont on connaît les noms, d'esclaves de l'époque romaine. Quelques-uns sont restés un peu par hasard parce qu'un auteur a parlé de leur propre esclave qui était un érudit. On sait que tel empereur avait un esclave qui l'accompagnait toujours. Mais en fait, c'est vraiment, ça peut se compter sur les doigts d'une ou deux mains, le nombre d'esclaves qui sont restés. Alors que sans eux, la société romaine se serait effondrée. Si l'esclavage avait été aboli, d'un coup, la société romaine se serait effondrée sur elle-même hein, complètement. C'était la base économique de toute la société. Et j'imagine qu'il y a une question de justice là-dedans, hein. Mais aussi, pour moi, c'était important de montrer que les esclaves de ce roman n'ont pas envie d'être esclaves, hein.
mais qui ne remettent pas en question l'esclavage. Ce sont pas des abolitionnistes du tout. Pour eux, l'esclavage est quelque chose de naturel, sauf qu'eux, ils n'ont pas envie d'être esclaves. Personne n'a envie d'être esclave. Hein. Et pour moi, ça c'est important parce que je me dis qu'on en est tous là quelque part. Aujourd'hui aussi, on donne on pense qu'il y a des choses qui sont inévitables et naturelles, simplement parce qu'elles sont là, alors qu'elles ne sont ni inévitables ni naturelles, et qu'elles pourraient être différentes. Alors, quelles sont ces choses? Je ne sais pas trop, parce que moi aussi, je fais partie de cette société, de ce temps, et donc ce sont des choses que j'accepte plus ou moins consciemment aussi. Mais je crois que c'est intéressant de penser à ça. Si pour les Romains, si même les esclaves romains trouvaient que l'esclavage était normal, qu'est-ce qu'on trouve nous normal, qui en fait ne l'est pas du tout? Voilà. Et d'ailleurs, Je vais peut-être allumer, parce que je oui, ne sais pas chez vous, mais ici il commence à faire nuit, parce que curieusement, il a plu. Ça faisait 2 mois qu'il pleuvait pas, et là il a plu, et du coup, il fait nuit. Donc je vais mettre un peu plus de lumière. ça Pardonnez-moi. Hein, marche, ça marche, pas de souci. Et Katharina, peut-être qu'en attendant, est-ce que vous pourriez nous parler justement de la volonté peut-être de publier les textes de Johan Luis qui n'ont pas été encore traduits en français? Est-ce que c'est une volonté partagée de Oui, tous les mais deux? bien sûr, non, absolument. Enfin, moi, j'ai vraiment très hâte de continuer et de me plonger dans la prochaine aventure. Juste, il y a une grande œuvre, donc c'est un peu compliqué de choisir ce qu'on va faire prochainement. Donc, ce sont des vraies questions de politique éditoriale qui peut-être sont intéressantes pour vous aussi, mais c'est Junil est vraiment assez exceptionnel dans l'œuvre même de Joan Luis parce que c'est très doux et c'est très il y a ce que moi j'ai tellement aimé, c'était aussi ce volet de violence de la société envers l'individu et comment l'individu gère cette violence, le fait d'être une femme opprimée dans l'Antiquité et de devoir vivre avec ça. Mais en général, ce roman est très doux. Donc tout va vers le bien, tout va vers une sorte de fable assez utopique. Et donc c'est agréable à lire. Pendant que les autres romans de Joan Luis sont parfois un peu plus durs. Et donc Ouais. on en a parlé beaucoup la semaine dernière quand on a eu deux rencontres et on réfléchit ce qu'on va faire donc, Alors ça, c'est ensemble. intéressant, Johan Luis, parce que en effet, le roman est plutôt doux, mais en même temps, les faits sont extrêmement violents. Il y avait de la potentielle prostitution aussi pour Junil à un moment donné. Il y a un incendie qui ravage toute une famille et tant d'autres. Bref, on va pas faire la liste, mais finalement, ça aurait pu être un roman extrêmement noir avec le vocabulaire qui aurait pu l'être également. Et donc, j'imagine que si c'est le seul qui a un petit peu plus de lumière et de douceur, ça veut dire qu'il s'est passé aussi quelque chose dans la tête de l'auteur. Probablement. Mais alors, je sais pas quoi. Je sais pas. Oui. Euh, je sais qu'en écrivant ce roman, j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus lumineux que ce que je fais d'habitude. Je ne fais pas que des choses très noires et sombres. Hein. La plupart de mes romans, plus ou moins, se terminent bien, en général. Ou en tout cas, il y a des fins ouvertes. Euh, mais, mais là, oui, j'avais envie de... Je crois que c'était l'idée de base, je crois, au départ. Euh, quand je me suis dit, je vais faire quelque chose autour d'Ovide, donc après Junil. Et aussi, je voulais faire un roman choral. Il y avait très longtemps que j'avais envie d'essayer de faire un roman choral. Euh, euh, pour moi, c'est l'influence des séries américaines qui aiment bien, où il y a souvent des séries chorales comme ça. Et je trouve, quand c'est bien fait, je trouve que c'est très intéressant. Et alors, je me suis rendu compte que la seule façon que j'avais de bien le faire, c'était de me joindre à eux, de marcher avec eux. Moi, j'ai vraiment écrit une partie du roman comme si j'étais avec eux. En fait, comme si j'étais un peu le dernier du groupe qui les regardait avancer et que j'avançais derrière eux. Et du coup, je crois que ça m'a incité à être, disons, plus doux, plus tendre, parce que ce que eux pouvaient vivre, je le vivais aussi un peu par procuration. Enfin, c'est une explication un peu tordue, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais je sais que... et puis c'est très reposant, hein, de faire quelque chose de lumineux. Je veux dire, c'est pas facile à faire forcément, hein, mais c'est très satisfaisant parce que
Voilà, ce sont de bonnes sensations. On essaie d'avoir de bonnes sensations pour les transmettre. Et quand on voit que ça marche, que les lecteurs ont reçu ces bonnes sensations et n'en font pas, c'est extrêmement gratifiant. Euh, donc, je suis en train de me poser la question de si je ne vais pas faire virer d'autres romans que j'ai en tête vers des choses un peu plus solaires. On verra. Très bien, très bien. Sandra, c'est à toi. Merci, bonsoir tout le monde, bonsoir Bonsoir. Luis. Je ne suis qu'au début de ma lecture de votre roman. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé notamment l'entrée en matière qui interpellait le lecteur, enfin le lecteur se sent complètement concerné dès le départ. Et en fait, même si je suis au début, j'ai remarqué que les titres de vos chapitres qui s'enchaînent beaucoup sont déjà des histoires en eux-mêmes. Si on regarde, alors à la fin en plus, hein, il y a une belle table des matières avec tous ces titres. Et en fait, je me suis demandé en fait si pour vous, enfin déjà d'où vous venez tous ces titres si prometteurs, parce que finalement, derrière ce titre, on a tout de suite déjà envie de continuer à les découvrir. Donc voilà, d'où ça vous venait. Et puis est-ce que ça vous demande en fait beaucoup, beaucoup de temps, vous, en tant qu'écrivain, ces titres de chapitres? Parce que finalement, enfin, je les trouve extrêmement travaillés. Et voilà, c'est toute ma question. Je suis très, très curieuse sur ce sujet-là. Oui, ben merci. C'est une question qu'on ne me pose pas souvent. Alors, oui, alors c'est beaucoup de travail, effectivement, mais c'est un travail extrêmement agréable. C'est quand le roman est tout à fait terminé, hein. Je l'avais déjà fait pour un roman précédent, et j'avais beaucoup aimé la sensation que ça me donnait d'une sorte d'harmonie entre le titre et le chapitre. En fait, il s'agit à chaque fois de prendre un petit morceau de phrase du chapitre et d'en faire un titre. Euh, Parfois, il y a des romans qui ont un titre de chapitre qui sont le début de la première phrase du chapitre, mais je trouve ça lassant à force. Et pour moi, c'est une sorte de variation là-dessus, mais c'est vraiment d'essayer de trouver à l'intérieur du chapitre une phrase ou une demi-phrase qui peut résumer le chapitre, mais qui soit aussi suffisant comme titre de chapitre. Alors, on m'a même demandé si, en fin de compte, c'était pas une sorte de poème où on pouvait lire tous les titres de chapitres les uns à la suite et les autres. C'est pas le cas, mais c'est vrai qu'en tout cas, j'ai pas vérifié dans la version française, mais parfois dans la version catalane, par accident, il y a certains titres de chapitres qui ont l'air de se suivre et de former des phrases plus longues. Et en fait, et après coup, je me suis dit, j'aurais dû le faire exprès, de vraiment faire un texte à partir des chapitres. Ça m'aurait coûté quelques jours ou quelques semaines de travail supplémentaire, mais ça aurait pu être intéressant. J'ai fait le test, ça marche en français. Bon, Ça marche. Alors, merci. évidemment, c'est pas sur les. Il y en a beaucoup hein, de chapitres, il y en a au moins une cinquantaine peut-être. Donc, Oui. voilà, pour le coup, ça marche pour certains d'entre eux. Je reviens juste sur la quête finalement de Junil. La quête finale, on l'a pas dit, c'est d'aller rencontrer Ovide. Ce voyage qui va se prolonger. Et ma question étant, est-ce que finalement, c'était pas la volonté de Johan Louis Louis de rencontrer Ovide? Est-ce que c'est pas un rêve, une utopie que vous vous êtes accordé finalement, un bonbon qu'on peut s'accorder uniquement dans un roman? Bon. Heureusement qu'on peut s'accorder quelques bonbons de temps en temps en écrivant, sinon, boire. Voyons, Ovide, c'est pas mon auteur préféré de l'époque gréco-romaine, hein. Mais c'est vrai que j'ai pour lui une tendresse spéciale par rapport à sa destinée assez misérable. En tout cas, si on se réfère aux lettres et aux poèmes qu'il a écrits en exil, il avait l'air d'être vraiment très, très triste et très peiné de ce qui lui arrivait et d'en souffrir beaucoup. Euh, alors, le rencontrer, je ne sais pas, parce que lui, c'était quand même quelqu'un qui avait une très haute opinion de lui-même, hein, et de son statut social. Et je ne sais pas s'il aurait accepté facilement de rencontrer quelqu'un qui ne soit pas de son statut social ou qui ne parle pas sa langue. Il était très élitiste par rapport, en tout cas, ce qu'on peut lire un peu en filigrane de ses lettres, c'est que c'était quelqu'un de vraiment très élitiste. Euh, Dans son exil à Tomis, il n'était pas seul en tant que Romain, il y avait des légionnaires, il devait y avoir
des gens qui s'occupaient de l'administration, peut-être même, enfin, il commençait à y avoir une micro-société romaine, hein. Mais lui considérait qu'il n'avait personne avec qui parler. Même dans une de ses lettres, il supplie l'empereur, il lui dit, laissez-moi revenir quelque part où on puisse parler latin. Euh, mais il devait sûrement parler latin. En plus, il avait des esclaves à lui qu'il avait pu amener de Rome. Donc, il devait parler latin. Mais probablement, il considérait qu'il ne parlait pas latin avec les gens de son niveau social et de son niveau culturel. Et ça devait le blesser spécialement. En fait, je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un de très sympathique, Ovide. Même s'il a des côtés extrêmement modernes par rapport à son œuvre, il a une façon de parler des femmes et aux femmes qui était c'est pratiquement novateur complètement. Les femmes n'étaient pas considérées comme des lectrices et pas du tout considérées comme des héroïnes. Et lui, il arrive, pas tout le temps, mais parfois, à en parler comme si vraiment c'était à la fois son public et ses personnages. Donc bon, il faudrait voir comment on s'entendrait avec lui. On lui donnerait sa chance. Oui, À un moment donné, Junil contemple des statues, des bustes d'écrivains sans iris, ni pupille, je vous cite, avec les mêmes cavités blanches. Et juste après, il y a une phrase qui m'a interpellé. Vous dites que, alors Junil dit que les écrivains doivent regarder constamment en eux pour y puiser toutes ces histoires. Cela doit leur laisser peu de temps pour contempler la banalité du monde. Est-ce que c'est une phrase qui saisit en effet ce que vous pensez de l'auteur, du regard de l'auteur sur la banalité du monde? alors pour le coup, c'est probablement la phrase la plus autobiographique du roman, effectivement. Même si dite comme si moi je la disais, ça semblerait extrêmement présomptueux et je l'assumerai jamais en tant que tel, hein. Mais pourtant, je ne trouve pas que le monde soit banal, hein. Il y a une énorme quantité de choses extrêmement passionnantes dans le monde. Mais en tant que matière littéraire, c'est vrai que ça ne m'intéresse pas. Donc oui, moi je préfère chercher mes histoires à l'intérieur. Je crois que c'est le meilleur endroit où on puisse trouver des histoires. Évidemment, à l'intérieur, ça veut dire passer par des filtres divers de toutes les réalités, de tout ce qu'on a lu, regardé, vu, entendu, et de ce qu'ont vécu les autres et qu'on a vécu à travers eux. Évidemment, sans la réalité, on ne serait rien. Mais en fin de compte, c'est comme c'est ce que les amateurs de vin voient dans le vin, je crois, non? Le fait le processus de décantation et en fait d'arriver à l'essence de quelque chose. Cette essence, quand on est romancier, je crois qu'elle est à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. In vino veritas. Voilà. Mais c'est aussi un roman, et c'est ce qui m'a aussi beaucoup intéressé sur le pouvoir finalement émancipateur des mots, Oui, de tous ces poèmes qui bouleversent ou changent une vie, qui peuvent même tuer, qui peuvent même éradiquer, qui peuvent être censurés. C'est aussi l'histoire de la littérature. Est-ce que pour vous aussi, les mots ont eu cette importance-là? Alors pas jusqu'à tuer, mais en tout cas, est-ce qu'ils ont été source d'émancipation? Est-ce qu'ils ont été source de déclic? Est-ce que la littérature et les mots vous ont permis d'aller ailleurs? oui, sans aucun doute. Oui, oui. Oui, là c'est vrai que là, c'est assez personnel, toute cette. Quand j'évoque le pouvoir des mots de la littérature, c'est sûrement en grande partie aussi autobiographique, même si je ne sais pas vraiment où. Et même si, quand je sais où, c'est pas, à mon sens, c'est pas vraiment intéressant que j'explique à- quelle est la phrase qui est vraiment, qui explique un petit quelque chose de ma vie ou pas. Mais oui, moi je viens d'une famille, aujourd'hui, enfin, je ne sais pas comment dire aujourd'hui, à l'époque on disait une famille pauvre, en gros, assez pauvre, euh, et où la culture était très 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 peu présente. Il y avait très peu de livres chez moi, vraiment très peu. Mais par contre, les quelques livres qui étaient chez moi étaient très respectés. Mes parents avec ça avaient une sorte de relation un peu curieuse. Il lisait très très peu, il y avait peu de livres, mais quand il y en avait, il fallait les respecter, il fallait les ranger, et bien ne pas les abîmer. Euh, mais disons qu'en gros, la littérature, je l'ai découverte seule, en partie parce que j'étais pas du tout doué pour les choses qui intéressaient disons, les garçons de mon âge, le foot, le rugby, les mobylettes, ce genre de choses. Moi, je trouvais ça extrêmement dangereux.
Je le trouve encore. Je trouve que le sport est quelque chose de très... Enfin bon, soit, on va pas parler du sport là. Mais, et donc la lecture, la découverte de la lecture, pour moi, a été un événement primordial dans ma vie. C'est le cas d'une énorme quantité de personnes, hein, heureusement. Euh, ça m'a ouvert des mondes terriblement merveilleux, euh, à un point tel que j'ai décidé très tôt que je voulais être écrivain. À 13 ans, en fait, je me rends compte, je m'en souviens très bien. Euh, et aussi parce qu'à l'école, j'ai découvert, sans savoir comment, que j'avais des meilleures notes que les autres élèves en rédaction. À mon époque, la rédaction, c'était l'épreuve phare, hein, c'était la majesté, c'était vraiment la rédaction française. Alors que j'étais dans la même classe que des fils de profs, des fils de gens qui avaient une éducation, enfin, qui pouvaient avoir tout ce qu'il fallait pour avoir une bonne culture. Et moi, je l'ai dépassé, bon, sans savoir pourquoi, avec les félicitations des profs et tout ça, ça me faisait rougir, j'avais horreur de ça. Quand les profs lisaient mes rédactions en classe, je trouvais ça horrible. Euh, mais j'ai constaté que la littérature m'ouvrait des possibilités que rien d'autre ne m'ouvrait. Et donc, en général, j'étais en plus très timide et quand on accumule tout ça, on sait que quand on voit s'ouvrir une petite opportunité, il faut y aller, il faut pas la laisser, faut pas la laisser. Donc, j'ai vu s'ouvrir cette opportunité de la littérature et j'ai vraiment foncé sans savoir trop ce qui m'attendait, mais en étant sûr que ce qui m'attendait pouvait être mieux que ce qui m'attendait ailleurs. Voilà. Très bien. Ce qui est très intéressant aussi, c'est dans cette quête, finalement, vous allez à l'inverse de l'Odyssée, à l'inverse d'Homère, puisque le but n'est donc plus de rentrer chez soi, mais d'aller vers un pays inconnu. Et c'est Oui, ça aussi qui est surprenant. Quand on parle en tout cas des textes anciens, on aurait pu penser que c'était le retour vers chez soi. Et là, pour le coup, non, c'est la quête vers l'inconnu qui est intéressante. Comment vous expliquez est-ce que c'est votre côté aventurier? Tout à l'heure, on parlait de défis, de provocations peut-être. Là, pour le coup, vous mettez tous ces personnages dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure, Dirmini, La Face et Trident notamment, et Arbre. Tous ces personnages-là que vous avez conçus, j'aimerais qu'on en parle aussi, mais d'abord sur cette quête vers l'extérieur, vers l'altérité, vers un peuple différent et surtout vers une nouvelle langue. oui, alors, Il y a beaucoup de questions, pardonnez-moi, dans la... oui. Je me suis rendu compte bien après la publication du roman qu'en fait j'avais fait une sorte effectivement d'odyssée inversée. Hein, au lieu de faire le retour, j'ai fait le départ, un départ. Euh, pour moi, l'important au départ, c'était la notion de fuite et d'exil. Qu'est-ce qui se passe quand on doit fuir de chez soi? Vers quel ailleurs est-ce qu'on va? Et qu'est-ce qui nous pousse? Alors, ce qui pousse les personnages, au départ, c'est la peur physique, la peur d'être tué, ou en tout cas, pour Junil, c'est ça, et pour d'autres esclaves aussi. Je me suis rendu compte très vite que c'était pas suffisant. Parce que si on fuit parce qu'on a peur, si on arrête d'avoir peur, il est possible qu'on arrête de fuir. Et moi, je voulais qu'ils continuent. Donc, je devais aussi leur donner quelque chose qui soit positif. Et disons que c'était l'espérance. Donc, pour moi, quand je me suis rendu compte de ça, euh, ça m'a donné l'idée de construire le roman sur, en quelque sorte, deux pôles différents, un pôle négatif qui est la peur et un pôle positif qui est l'espérance. Et donc, c'est l'espérance la peur les pousse et l'espérance les traîne, en quelque sorte. Et donc, après, il s'agissait de voir ce qu'il voulait faire de tout ça mêlé, la peur et l'espérance mêlées. Ce sont deux sentiments, deux sensations très fortes, des émotions très puissantes. Donc, commence à les se goupiller pour qu'ils puissent s'en sortir plus ou moins. Très bien. Alors, on va Voilà, prendre... j'ai pas répondu à toutes les questions. Non. On parlera des personnages ensuite, juste après la photo, Oui. parce qu'on a l'habitude de faire une petite photo de groupe. Ah, Voilà, d'accord. préparez-vous. Oh, je Et, vois qu'il y a des habitués. et voilà. 3, 2, 1, c'est bon, parfait. Et Johan Luis, c'est le moment de nous lire un premier extrait et, Oui, pour notre grand plaisir, en catalan.
pour le D'accord. premier extrait et le second extrait sera en français. D'accord. Alors, c'est un extrait un peu court en catalan, parce que si vous ne comprenez pas, il y a peut-être des gens parmi vous qui comprennent un peu le catalan, on ne sait jamais. C'est un extrait du chapitre 39. Euh, c'est un dialogue, c'est la fin d'un dialogue, c'est quand, en catalan, tres dits, trident en français, fait une sorte de bilan de son obsession de faire un parallèle constant entre leur destinée immédiate, ceux qui vivent au jour le jour, et un poème fameux, qui est la Falconade d'un certain Milcien qui n'existe pas, c'est un poète fictif que j'ai inventé. Euh, et donc, lui, il a la conviction qu'en fait, il peut lire dans ses souvenirs du poème, parce qu'il ne l'a pas, il n'en a que des souvenirs, lui permettent de savoir par avance ce qui va leur arriver. C'est quelque chose qu'on peut parfois ressentir ou pas. Mais enfin, voilà. Et donc, c'est la fin d'une sorte de monologue. Teniu raó tots dos, teniu tota la maleïda raó. Un Déu que vingués amb nosaltres t'hauria de castigar a la fas i s'embrutiria només d'ensumar-nos l'alè. Posem que no tenim cap Déu amb nosaltres. Això no canvia res al fet que semblem tots plegats sortits de la falconada de Milcià. Mireu, fora dels immortals hi som tots, esclaus alliberats, encara que sigui per ells mateixos, guerrers, encara que només un hi manc, jove verge, endeví, encara que sigui de mentida, animals de càrrega. He tingut pocs somnis a la vida, perquè sabia que gairebé cap no es podia complir, però per la gran puta freda mai havia pensat que un dia em veuria a l'interior d'un poema, i encara menys un poema de Milcià. Què voleu que us digui? Només per això ja em va bé que tots aquests hagin fet el que han fet i que ara siguem tants que ni sabem com es diuen els altres. Collons, ara sí que som molts. No ho veieu que gairebé semem un poble? Voilà. Magnifique. Merci. Merci, Joanne Louise, pour ce cadeau. Tout à l'heure, on a parlé des peuples barbares. Et Oui, c'est vrai que la première rencontre avec les peuples barbares, je l'ai trouvée saisissante parce que pour une fois dans la littérature, les barbares ne réagissent pas directement avec leur massue ou avec leur glaive. Et ça, c'est intéressant parce que on l'a rarement lu. Et je trouve que votre manière de nuancer les choses, votre manière d'appréhender l'autre, l'altérité, le peuple barbare, je trouve que là aussi, vous faites un pas de côté par rapport à ce qu'on lit d'habitude. Cette volonté-là, justement, de mettre les choses dans leur ensemble, d'essayer de contextualiser une situation donnée dans une histoire qu'on connaît, mais en même temps qu'on connaît finalement peu. Euh, Comment vous avez décidé d'utiliser cette matière historique, cette matière documentaire? Est-ce que vous vous êtes documenté d'ailleurs sur cette époque-là de manière plus précise? Et justement, ces barbares, et notamment ces Alains, peut-être, les Alains dont on oui. parlait tout à l'heure, qui, eux, n'ont pas d'esclaves. Et donc tout le monde est un peu surpris, ne comprend pas pourquoi un peuple peut vivre sans esclaves, ce qui peut paraître surprenant à leur époque. Mais les barbares, dans leur ensemble, j'ai trouvé que c'était une vision extrêmement moderne que vous avez eu envie de mettre dans Junil. Alors, je me suis beaucoup documenté effectivement sur l'époque romaine et surtout sur le monde du livre à l'époque romaine, hein. Par contre, tout ce que j'ai dit sur les barbares, je me suis aussi documenté sur ce qu'on appelait les barbares, ce qui n'est pas un terme péjoratif, hein, en historiographie. C'est juste une description des peuples nomades qui vivaient en Europe centrale et Europe de l'Est. Euh, mais ce qu'on sait d'eux est tellement lacunaire, hein, même si l'archéologie a fait beaucoup de progrès, que j'ai préféré tout inventer en essayant d'être cohérent et que ce soit vraisemblable par rapport à ce qu'on sait. Mais les noms des dieux, les coutumes, ce que je peux expliquer, c'est tout inventé. Parce que je n'aurais pu être fidèle que de manière extrêmement parcellaire. Euh, alors pour moi, c'est évident qu'on est tous les barbares d'autres. Il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de barbares. Aujourd'hui, en 2024, où sont les barbares et où sont les civilisés? C'est extrêmement difficile de le savoir. En fait, il n'y a pas vraiment de critères très clairs. En fait, il y a des critères clairs sur certains aspects objectifs, comme les droits de l'homme, par exemple. Oui, d'accord. Mais à part ça, on a tous des aspects barbares en nous. Et les empires, hein, qui en général se prévalent de savoir, de pouvoir ou d'avoir le droit d'imposer leur force
par leur force, leur vision de la civilisation, pour moi, ne sont que des barbares mieux organisés que les autres. Euh, et c'est pour ça aussi que je n'ai jamais. C'est l'époque romaine, mais les mots romains, Rome, même latin n'apparaissent jamais. Parce que pour moi, les empires sont tous pareils les uns aux autres, avec quelques nuances évidemment, et surtout sont tous désagréables. Je n'aime pas du tout la notion d'empire. Et alors, peut-être là, en tant que écrivain catalan et catalan, ça m'a permis de réfléchir un peu plus à ces sujets-là, parce que moi, pour le coup, je me suis souvent senti marginalisé du fait de parler cette langue, du fait de la revendiquer. Et au long de ma vie, j'ai entendu toutes sortes d'épithètes pas du tout agréables concernant le fait de vouloir parler catalan ou de revendiquer le catalan, de parler catalan à mes enfants, d'écrire en catalan. Euh, Aujourd'hui, moins qu'avant, hein, mais quand j'étais adolescent, post-adolescent, on m'a traité d'un peu tous les noms possibles. Et donc, forcément, ça m'a questionné sur ce que j'étais et sur ce qu'étaient les autres et qui avait raison. J'ai pas du tout la prétention d'avoir raison, mais par contre, je suis absolument sûr que ma langue vaut n'importe quelle autre langue, même si elle n'a pas la place qu'ont notre langue. Aujourd'hui, on sait que les linguistes ont beaucoup travaillé là-dessus depuis la deuxième moitié du XXe siècle, spécialement au départ les linguistes québécois qui étaient en pointe là-dessus sur la comparaison des langues les unes avec les autres. Que peuvent dire les langues? Donc, toutes les langues peuvent parler de tout. C'est la conclusion générale des linguistes aujourd'hui et ils sont tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas de langue inférieure, de langue supérieure. Il n'y a même pas de langue spécialisée. Les besoins créent les mots. Les besoins créent la syntaxe. Donc, on peut dire l'allemand est une très bonne langue pour étudier la philosophie, oui, et le zoulou aussi, parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui veuille réfléchir en zoulou sur la philosophie, et il trouvera les notions, et s'il ne les trouve pas, il les inventera dans sa langue. Et ça, pour moi, c'est très important. Et sûrement, ça se reflète dans le roman par le fait que les barbares sont aussi peu barbares que ceux qui viennent de l'Empire. Et c'est pour ça que dans le chapitre où ils entrent en contact, j'inverse le rapport le point de vue. Et pour un chapitre, ce sont les barbares qui parlent et qui voient arriver ces gens qui viennent de l'Empire et qui se méfient d'eux et qui disent, mais qu'est-ce que c'est les gens de l'Empire? Ils sentent mauvais, ils sont sales, méfions-nous. Euh, voilà. Et puis la question de la langue revient aussi sur les interactions entre les protagonistes. C'est ça qui est Oui. aussi très intéressant, comme une sorte de nouvel espéranto finalement. On a l'impression que pour une fois, un auteur prend en compte que deux individus qui ne sont pas sur le même territoire ne peuvent pas se comprendre, en tout cas à cette époque-là encore moins. Et c'est ça que je trouve encore une fois extrêmement fin, subtil, la manière dont vous l'avez mis en Merci. parce que on le voit pas non plus si souvent que ça. Et c'est plus réaliste que dans une série américaine où un Ougandais et un Ouzbek arrivent à se comprendre dans la même langue. Ça paraît quand même improbable. Donc je trouve que là Et aussi, vous avez mis en avant le questionnement de la langue au cœur même du roman et de cette quête vers l'autre. oui, parce que moi, avec les langues, j'essaie de ne pas tricher. Je ne suis pas du tout polyglotte, hein. J'ai une sorte d'amour platonique pour les langues. Je dis platonique parce que j'en parle très peu. Mais ça m'intéresse, le phénomène linguistique m'intéresse énormément. Depuis quand est-ce que les êtres humains parlent? Comment est-ce qu'on a fait? Parce que en tant qu'être humain, par rapport à la physiologie des cordes vocales, de la gorge, de la langue et tout ça, on dispose tous d'un nombre de sons extrêmement limité. Et on a tous, toute l'humanité a le même nombre de sons disponibles. Et avec cette possibilité de sons disponibles, ont été créées des milliers de langues différentes. Et je trouve ça assez fascinant. Mais c'est vrai que quand on se rencontre, on ne parle pas la même langue. Alors aujourd'hui, dans les séries américaines, c'est facile. Dans n'importe quel endroit du monde, vous trouverez des gens qui parlent anglais couramment. Euh, c'est leur façon de résoudre le problème, même si parfois ils ont un peu d'accent, mais voilà. Euh, et sinon, en général, c'est vrai que c'est résolu en... Ben, en fait,
dans la réalité historique, il y a une manière extrêmement facile de résoudre le problème de la non-communicabilité euh, de groupe. C'est que le groupe le plus fort impose sa langue au groupe le plus faible. Ça marche très bien, hein. Ça marche très bien, je peux vous l'assurer. Sauf que c'est pas moralement, ça ne devrait pas être très satisfaisant. Et or, moi, je me suis situé sur un plan, disons, différent, en essayant d'être plus réaliste, mais aussi peut-être plus moraliste, dans le sens peut-être le moraliste du XVIIIe siècle, de montrer comment ça pouvait marcher. Alors, on ne se comprend pas, on se trompe, il y a des malentendus, on fait ce qu'on peut. Et puis petit à petit, on y arrive parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la bonne volonté qui parfois sert, est utile. C'est un outil, la bonne volonté, qui est- dont on devrait peut-être se servir davantage. Ça existe, hein, le système que je décris existe. En linguistique, ça s'appelle un pidgin. C'est quand deux groupes qui parlent deux langues différentes se rencontrent et finissent, en général sur des questions extrêmement réduites, d'intérêt économique, d'échange immédiat, finissent par créer une troisième langue. Ça s'appelle un pidgin en linguistique. Euh, et souvent, les pidgins finissent par disparaître parce que chacun retourne chez soi. Voilà. Mais parfois, non. Parfois, ça devient une troisième langue. Et j'aimais bien essayer ça. La difficulté étant que dans le roman, il parle, enfin, bon, dans la version originale en catalan et dans la version traduite en français. Donc, il fallait arriver à expliquer tout ça sans mettre de personnages qui parlent vraiment une autre langue, parce que le lecteur les comprend tous. Mais il faut faire comprendre au lecteur qu'entre eux, ils ne se comprennent pas. Ça n'a pas toujours été simple. J'imagine. Et ce qui est aussi très beau, ce qui est, détonne aussi, c'est la manière dont vous êtes arrivé à nous plonger dans un monde ancien où le monde de l'image n'existait pas. Je pense notamment à ces éléphants et ces lions, ces descriptions à chaque fois qui sont faites Oui, de choses qu'on ne voit pas, que l'autre ne peut pas voir, parce qu'il n'y a évidemment plus pas d'image, pas d'internet, pas de technologie, et ça nous pousse à aller vers un imaginaire. D'où ma question, est-ce que finalement ce n'est pas un roman du début du monde, un, un roman initiatique finalement de ce qu'on aimerait avoir? Est-ce que c'est aussi votre vision des choses? Est-ce que vous auriez aimé vivre dans cette époque-là? Tout à l'heure, je vous projetterai en 2074, mais d'abord, je vous projette dans le passé. Euh, on sent qu'il y a une certaine nostalgie ou en tout cas quelque chose qui fait que, et moi aussi je l'ai ressenti et je pense que chaque lecteur le ressentira de la même manière parce que vous mettez des images sur des concepts qui n'existaient pas à l'époque et je trouve que c'est rafraîchissant. alors, merci. Alors, je suis pas sûr que j'aurais aimé vivre à cette époque-là parce que c'était une époque très, très dure et très violente, hein. Maintenant, ce que vous dites de roman du début du monde, euh, c'est tellement bien dit que je préfère en rester là et ne pas répondre, hein, en fait. Ce que je pourrais dire, je crois, ferait baisser le niveau. Alors, vous l'avez tellement bien dit. N'exagérez pas, Joanne Luis. Mais ça me fait plaisir. Mais c'est vrai, on a l'impression en fait que vous touchez quelque chose de très sensible, d'impalpable, et j'ai ressenti une certaine émotion à m'imaginer dans cette époque-là en essayant de deviner ce qu'était un lion ou ce qu'était un éléphant, puisque je ne l'avais jamais vu. Et c'est ça que je trouve extrêmement délicat de votre plume. Voilà. Merci. Suffisait. Voilà, c'était mon côté romantique. Euh, Vous avez choisi d'ailleurs d'utiliser la troisième personne du singulier pour parler de Junil, ou en tout cas d'avoir un rapport plutôt omniscient de la Oui, narration. Est-ce qu'il aurait pu y avoir une narration différente? Est-ce que ça a été discuté avec Katharina sur... alors, le roman original était déjà prêt, donc j'imagine que ça n'a pas été touché, oui, bien entendu, on est d'accord. Mais il aurait peut-être pu y avoir une vision différente de l'éditeur, et notamment sur le titre qui a évolué. Les barbares ont disparu. oui. Juni est resté. Qu'est-ce qui s'est passé justement par rapport à ça? Parce que ça aurait pu être vécu peut-être comme un... Moi j'ai pensé à Astérix, Astérix et les Gaulois. J'ai Oui. pensé à cette aventure-là un petit peu extérieure, Juni et les barbares sur les terres des barbares. Qu'est-ce qui s'est passé derrière Sur l'envers le d'Astérix? titre, alors d'abord le titre, même en catalan, n'a pas été facile à trouver. En fait, au départ, j'avais proposé un titre qui est assez long, je ne saurais plus le dire, hein.
mais qui était un alexandrin. Et j'avais très envie d'avoir comme ça, sans avoir l'air d'y toucher, de mettre un alexandrin dans un titre de roman. Mais l'éditrice de Barcelone, qui est née à Paris en fait, elle est un peu comme moi, sauf qu'elle n'a jamais vécu à Perpignan, mais elle a fait le saut de Paris à Barcelone, mais elle est catalane, née à Paris, et donc a une culture française très forte. L'alexandrin est assez spécifique de la poésie française, hein. On en trouve dans beaucoup de langues, mais en France, ça a une connotation un peu spécifique. Elle a tout de suite vu, elle a dit, bon, peut-être il faut pas trop se la péter comme ça, et on va essayer de faire plus sobre. Alors après, je lui ai proposé un octosyllabe, hein. C'était plus... Là, l'octosyllabe, elle a dit, bon, d'accord. C'était un peu plus modeste. Bon, donc la traduction littérale du titre catalan, ce serait Junil sur les terres des barbares. C'est vrai que ça faisait penser à Astérix ou à Tintin, selon les goûts. Euh, En Catalogne, Astérix et Tintin sont beaucoup lus, mais c'est un peu plus loin et donc l'allusion était moins évidente. Mais pour moi, elle était quand même très claire, hein. J'avais quand même aussi envie de rendre hommage à mes lectures d'enfants à travers, surtout Astérix. Moi, j'étais beaucoup plus d'Astérix que de Tintin, du côté de cette lutte incessante. Euh, Après, le titre en français, ça a été une longue marche avec plusieurs propositions, avec consultation des lecteurs, avec l'éditrice et l'auteur qui n'étaient pas d'accord, mais c'est l'éditrice qui gagne toujours dans ce cas-là. Bon, mais ça va. J'aime Non, bien mais je trouvais ça trop dommage de donner un aspect un peu enfantin, parce que pour moi, c'était ça. Moi, j'ai bizarrement pensé à Babar, parce que les babas et Babar, et je trouvais ça trop, c'était trop. J'avais envie de garder le secret un Sens. peu plus autour Ouais. de Juliette, parce elle est tellement spéciale. Donc, C'est vrai que les barbares n'interviennent que au premier tiers du livre, après le premier tiers du livre, hein. C'est vrai que oui, la première rencontre arrive à peu près vers la page 100, 110 dans oui, ces eaux-là. Donc, c'est vrai que c'était pas totalement le livre et Junil est, à mon sens, aussi bien plus importante, mais je peux comprendre le débat. D'ailleurs, je viens de remarquer, et je ne l'avais pas vu au départ, mais là, sur la couverture, la branche qui, entre guillemets, coupe cet oiseau pourrait même s'apparenter à une fissure. J'ai cru que mon livre était tordu, mais non, ça aurait pu s'apparenter à une fissure. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. D'ailleurs, la couverture des Argonautes est bien plus belle que l'espagnol. Pardonnez-moi, Joan Luis, mais que elle la est quand même catalane, oui. catalane, oui, oui, catalane. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un jeu de texture qui est très très beau sur la couverture. Cette fissure-là, je ne sais pas si c'est volontaire ou si ce n'est qu'une branche, mais en mais tout cas, je trouve que... c'est une peinture qui est toujours visible à Pompéi, dans une villa à Pompéi. Donc, c'est plein c'est effectivement une vraie fissure dans cette peinture murale, un fresque, ou je ne sais pas comment on l'appellerait. Mais oui, effectivement, elle est là, la fissure. C'est pas votre exemplaire. C'est bon, je Oui, suis rassuré. Joanne Louis, je vous ai demandé de préparer et de nous parler d'un auteur méconnu. Et évidemment, oui, il va être catalan et on en est ravi parce que, comme oui, vous l'avez dit, il y en a peu qui sont connus et c'est bien dommage. oui, c'est pour ça, hein. C'est pas par chauvinisme, hein, mais c'est parce que, enfin, oui, c'est un peu par chauvinisme quand même, hein. Mais bon, je vais vous écrire son nom sur le chat parce qu'il a un nom un peu long et pas très facile. C'était, voilà, le nom, Joan Salvat Papasseit. C'est un poète dont on célèbre cette année les 100 ans où on commémore les 100 ans de la mort cette année. C'est un des poètes catalans les plus populaires aujourd'hui en Catalogne. Enfin, à moi, il me touche énormément. C'était quelqu'un qui était un fils d'ouvrier de Barcelone et d'une gitane, qui était complètement autodidacte, qui a appris à lire assez tard, qui est mort très jeune. Il est mort, voilà, merci pour la photo. Euh, il est mort à 30 ans de la tuberculose. Il a été malade une grande partie de sa vie. Et il savait probablement qu'il allait mourir assez jeune. Et il a fait, sa poésie est essentiellement euh, une poésie amoureuse et un peu érotisante, assez érotisante, disons.
Ça crée un contraste assez douloureux en fait quand on connaît sa vie, c'est quelqu'un qui a été assez pauvre tout le long de sa vie, et donc qui était malade, et qui a réussi malgré tout à, à faire de l'amour physique ou de l'amour sentimental, le centre d'une œuvre. Alors, à lire ses poèmes, on a l'impression qu'il tombe amoureux plusieurs fois par jour, parce il est tout le temps en état d'exaltation. Il raconte la Barcelone du début du XXe siècle, le tramway qui passe, une fille qui descend, oh, je la suis, enfin, je m'en vais, je vais ailleurs. C'est et avec des choses très très douces, hein. Il y a un vers, alors, ou une moitié de vers qui dit un bouton que caille, j'aime d'una gauche. Ça serait plus ou moins un bouton qui tombe et c'est le début du plaisir. Quelque chose comme ça. Il était très subtil. Après, curieusement, parce qu'il avait l'air de vivre dans une sorte de nuage ouaté, parce qu'il était en plus très malade. Il a passé une grande partie de sa vie dans des stations balnéaires à essayer de se soigner. Il était très engagé politiquement et ça crée un contraste un peu curieux. Il a été au début de sa vie un anarchiste militant. En Catalogne, un anarchiste militant, c'était quelque chose d'important. Il y avait beaucoup d'anarchistes. Après, il est devenu indépendantiste militant. Mais ça se voit que très partiellement dans son œuvre. En fait, dans son œuvre, il se concentrait sur l'amour spontané, fragile et éphémère de tout ce qui l'entourait. Et voilà. Et comme c'est le centenaire de sa mort, on l'a réédité. Il y a des éditions illustrées de ses poèmes qui viennent d'être publiés. Et on a l'impression qu'il fait une deuxième éruption dans le paysage littéraire, et c'est très joli. Eh ben, C'est quelqu'un qui est très touchant. on est ravis de le découvrir. Je ne le Il a connais. été traduit en français dans les années 90, je crois, aux éditions Jean-Jacques Pauvert. Très bien, très bien. Je reviens sur Junil, notamment sur le rythme du roman, parce que c'est vrai qu'il est double, ce rythme. Il est à la fois extrêmement lent et à la fois extrêmement haletant. Vous avez joué sur ce rythme-là. Comment finalement vous avez travaillé l'alternance pour maintenir quand même l'intérêt du lecteur? C'est extrêmement bien ficelé. On a l'impression que de lire véritablement un roman d'aventure et en même temps un roman initiatique et en même temps un roman historique. On a l'impression qu'il y a différentes casquettes, mais j'ai été surpris du rythme qui est tout le temps en alternance totale. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a jamais de milieu, mine de rien. Il n'y a jamais de moments calmes ou de moments sans vie, sans action. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi. Comment vous travaillez ce rythme-là? Est-ce que la musique vous y aide? Est-ce que c'est la langue catalane qui vous y aide? On parlait tout à l'heure de musicalité de la langue, mais je trouve que le rythme, là aussi, il est à distinguer de beaucoup d'autres romans. Vous arrivez à jouer sur un rythme totalement double et je trouve ça extrêmement rare. Mais je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. La musique, moi, je suis de ceux qui croient très profondément que la littérature c'est de la musique. Alors, celle de la langue catalane ou enfin, que toutes les langues peuvent produire de la musique littéraire, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, je sais pas trop, en fait, comment je fais. Enfin, je sais en pratique comment je fais, mais je sais pas vraiment à quel résultat je vais arriver. Moi, je me relis énormément, enfin, je révise énormément. Je travaille par couches successives. Alors, je dirais, un roman, je peux l'écrire relativement en 3 4 mois, parfois, j'écris un roman. Mais c'est la première version. Et après, je passe 2 ans et demi à le retravailler. Et par couches successives, ça veut dire que c'est des relectures systématiques où chaque fois, j'essaie de changer le point de vue de ce qui m'intéresse, euh, de ce qui m'intéresse. Ça peut être uniquement l'histoire, uniquement les personnages, uniquement le style, uniquement la musique. Euh, chaque lecture est différente. Voilà. Alors, en tout, j'en ai 27.
Sur mon ordinateur, je les garde toutes. La première version, c'est Junil 01, et celle que vous avez entre les mains, c'est Junil 27, enfin 28, puisque c'est une traduction, disons, mais l'édition originale en catalan, c'est Junil 27. Donc, je ne sais pas faire autrement que comme ça. C'est très long, c'est très lent. Euh, Parfois, c'est un peu pénible, parce que se relire au bout de 26 fois, quand on a lu un roman 26 fois, ça demande une certaine abnégation et une certaine discipline. Mais je ne sais pas le faire. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les auteurs qui travaillent le premier chapitre, qui sont capables de passer 3 mois sur le premier chapitre et passent au deuxième chapitre quand le premier est achevé. Moi, je ne peux pas faire ça. Il faut que j'avance. Alors, pour le coup, sur ce roman, c'est peut-être un peu ce qu'on ressent parce que moi, j'ai toujours besoin d'avancer. Donc, j'avance, j'écris assez vite, mais après, je reviens au départ et je réavance, je reviens au départ et je réavance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ellipses. Dès le début, il y a beaucoup d'ellipses. On a l'impression que les choses se passent très vite et en même temps, on prend notre temps aussi dans la quête. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai trouvé beaucoup de... on passe d'un chapitre à l'autre alors qu'il s'est passé parfois 4 ans, 6 ans. Et ça, j'ai trouvé ça aussi moteur d'action. Même les silences sont moteurs d'action chez vous. Eh bien voilà, c'est très bien dit. Merci. J'avais une dernière question par rapport au texte que je viens évidemment déjà d'oublier. Donc je vais en poser une seconde, une dernière. Je vous ai projeté justement dans le futur en 2074 dans une époque qui est peut-être plus difficile. En tout cas, beaucoup d'auteurs nous révèlent qu'ils sont plutôt très pessimistes, pour ne Oui. pas Ah dire oui? Tiens. 99% du temps. Mais ce qu'on comprend aisément. Mais je pense que les auteurs en 1943 ou 55 étaient aussi pessimistes. Mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'avenir, ce que vous pensez dans 50 ans. De notre monde autour, est-ce que le catalan aura peut-être une place plus grande? Est-ce que vous envisagez des choses plus positives? Et j'y Non, retrouve la question que je poserai après. pas du tout. De toute façon, on ne se projette jamais dans le futur que par rapport à notre présent. Hein, les auteurs de science-fiction parlent toujours de leur présent, même si ce sont des millions d'années plus tard. Donc, moi, 2074, euh, il y a pour moi une raison d'être optimiste, c'est que Poutine sera mort en 2074, et ça, c'est quand même déjà ça de prix. Mais à part ça, bon, je sais pas trop, hein. Euh, moi, par rapport, vous me parlez de la langue catalane aujourd'hui est parlée par à peu près 9 millions de personnes, hein, surtout du côté espagnol. Euh, mais en ce moment, la langue catalane connaît un certain déclin social, donc moi je suis assez pessimiste. Et pour moi, je dis ça comme si je parlais de la saison de la pêche ou des choses comme ça, mais pour moi c'est extrêmement douloureux. Imaginez que ma langue puisse peut-être pas disparaître, mais se résidualiser, un peu comme la langue celtique en Irlande, par exemple. C'est vraiment extrêmement douloureux. Moi, je suis indépendantiste, je suis pour l'indépendance de la Catalogne. Je suis indépendantiste en général. Je pense que n'importe quel territoire, du moment qu'il suit des règles très strictes, démocratiques et pacifiques, peut avoir accès à l'indépendance. Mais pour la Catalogne, j'ai beaucoup milité, ou je milite pour l'indépendance de la Catalogne, pour sauver la langue. Pour moi, c'est la seule façon concrète et sûre de sauver la langue catalane. Donc, je ne suis pas très optimiste par rapport à la langue et en général non plus. Moi, j'habite dans une région où on sent vraiment les effets néfastes du changement climatique. Là, chez moi, on en est à 3 ans de sécheresse. Cette année, un petit peu moins, mais bon, hier, il a plu, je vous l'ai dit, comme si c'est la grande nouvelle, tout le monde ne parle que de ça. Ça faisait un mois et demi qu'il ne pleuvait pas en automne. Euh, donc moi j'imagine 2074 de sécheresse, de crise climatique aiguë, d'énormes quantités de population qui montent vers le nord pour ne pas mourir, et un nord qui probablement sera devenu une sorte de forteresse, pas inexpugnable, mais désagréable, et où la plupart des citoyens, devant l'alternative entre la liberté et la sécurité, auront choisi la sécurité et donc avec des régimes un peu moins doux qu'aujourd'hui,
par rapport aux étrangers, mais par rapport à nous-mêmes. Moi, oui, je fais partie de ceux qui ne voient pas le futur du. Enfin, je vois pas trop comment ça pourrait aller mieux, mais peut-être, on peut toujours se tromper, hein. On Peut tout- ressortira la vidéo dans 50 ans. Oui, voilà, En voilà, voilà, voilà. tout cas, les barbares seront toujours là. Ça, c'est sûr, oui. Il y en a toujours tout le temps partout, des barbares. Reste à savoir ce qu'il adviendra de la civilisation qui n'est jamais qu'une sorte de vernis assez fragile. Même si on peut trouver des motifs d'espérance, par exemple, j'ai beaucoup lu d'essais de primatologues, hein, d'éthologistes qui expliquent les dernières recherches, des recherches relativement récentes sur la notion d'empathie, par exemple, semblent faire ressortir que l'empathie chez les êtres humains est quelque chose d'inné. Ce n'est pas une règle morale qu'on nous aurait imposée parce qu'un monsieur serait monté sur une montagne et aurait reçu 10 commandements, et à partir de là, la morale serait devenue plus socialement plus acceptable. Il semblerait, par rapport au comportement qu'on a étudié des orang-outans, des gorilles, des bonobos et des chimpanzés, que l'empathie soit quelque chose qu'on ait en commun avec ces primates, et que donc l'être humain soit fondamentalement empathique par essence, par nature, pas par choix. Après, évidemment, il y a les choix moraux, hein. Et donc, cette empathie-là, allez savoir, va peut-être sauver quelque chose de nos civilisations. Ça n'en prend pas le chemin, hein, mais enfin bon. En tout cas, Petite d'être humain à être humain dans des relations personnelles, oui. Très bien. Alors j'ai une dernière question qui est un petit peu double. La première, c'est si demain, Katharina vous propose d'éditer un de vos livres, lequel Oui. choisiriez-vous? Lequel aimeriez-vous qu'il soit traduit en France, déjà pour la mettre sur une piste, hein. Et puis vu que parfois vous avez des désaccords sur les couvertures, peut-être que là, l'accord sera total. Et la deuxième question, c'est finalement le personnage qui vous tient le plus à cœur dans ce roman. Alors, excepté Junil, peut-être parce qu'évidemment, c'est la star, mais sur la communauté, sur les autres personnages, les personnages que je n'appellerai pas secondaires parce qu'ils ont tous leur importance, euh, Oui. mais est-ce qu'il y en a un qui est plus proche de vous que vous avez particulièrement aimé écrire? Oui, Ce suspense oui, est non, formidable. oui, mais je dis jamais lequel c'est. C'est une question qu'on m'a posée souvent. Je dis jamais lequel c'est parce que je trouve que ça ne regarde que moi. Et je veux pas, surtout, je veux pas influencer les lecteurs par rapport à ça. Je préfère que chacun puisse penser que tel ou tel personnage les touche plus ou les touche moins, sans que ce que moi j'en pense ait à voir là, dans ce choix-là. Donc, je ne dirai pas de quel il s'agit. On pourra faire des paris entre lecteurs quand même? Oui, bien sûr, ça, on peut Ok. toujours le faire, bien entendu. Alors après, par rapport au roman, on en a parlé longuement avec Katharina dans un train et dans des cafétérias diverses. Moi, j'ai pas vraiment de choix arrêté. Il y a un roman, mais là, ce serait peut-être plus par une politique éditoriale que par vraiment un choix littéraire, qui fait un peu écho à Junil, pas par les personnages, mais par le contexte, parce que c'est un roman qui est aussi dans l'époque gréco-romaine. Et du coup, en général, quand on découvre un auteur qu'on aime, si on aime son livre, on a envie que le deuxième livre ressemble un peu au premier. Bon, alors on a dit avant que le côté un peu doux de Junil ne se retrouve pas forcément dans notre roman, mais par le contexte de notre roman, disons, gréco-romain, je dis ça de façon très en gros, euh, ça pourrait, euh, ça pourrait aider à faire le pont d'un roman à l'autre. Voilà ce que je pourrais en dire. Très bien, très bien. Donc, on ne peut pas en dire davantage, parce qu'il est déjà sorti potentiellement. Si on lit le catalan, on peut déjà le lire. Oui, c'est un roman qui a déjà quelques années. Très bien. Avec une héroïne aussi, j'essaie de vous tirer les vers du nez, hein, Joanne. Alors, non, si vous voulez, je peux en parler, puisqu'il existe déjà en catalan, je peux en parler. Les Chroniques del Déu Coix, en catalan, la traduction littérale, ce serait Les Chroniques du Dieu boiteux. Et c'est une autobiographie, enfin, pas fantaisiste, mais disons fictice, du dieu Héphaïstos. Très bien. Voilà.
qui est un dieu remarquable parce qu'au contraire des autres dieux, il avait des défauts physiques et il travaillait, ce qui en général les dieux ne faisaient pas. Lui, il travaillait. Donc il était un peu plus humain que les autres, même si il était quand même très, très imbu de sa divinité. Donc j'imagine ça n'est pas la mythologie d'Héphaïstos, je parle de la mythologie, mais après je fais vraiment un roman qui se déroule sur plusieurs siècles, où Héphaïstos vit, il vit parmi nous. Qui est-il? Très bien, très bien. Alors, il est temps de vous remercier tous les deux. Merci infiniment, Joanne Louis et Katharina. Je vous le rappelle, c'est Junil, couverture magnifique, et c'est surtout une maison Ouais. d'édition géniale et incroyable. Et on est ravis. On avait fait les tout débuts, d'ailleurs, on avait fait la première rencontre avec vous, Katharina. Rappelez-vous, au lancement de la maison, même 3 mois avant le lancement de la maison. Et en effet, on vous avait découvert à cette occasion, et depuis, on ne vous lâche plus parce que vos publications sont toujours, et vos côtés dénicheurs de talent. Puisqu'il y a un passage aussi d'ailleurs, il y a un passage de Junil qui est là, peut-être le prémisse d'une éditrice. Elle déniche des talents, des poèmes finalement. Est-ce que c'est pas Oui, le... tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais moi, ce que je pourrais en dire, c'est que en tant qu'écrivain, ce dont on a vraiment besoin, et c'est pas toujours facile à trouver, c'est des éditeurs qui soient de bons éditeurs, mais qui soient aussi enthousiastes. L'enthousiasme, fait partie intégrante du métier d'éditeur, en principe. En tout cas, j'imagine que c'est difficile, hein, d'être enthousiaste pour tous les romans. Humainement, ça va pas être vraiment possible. Mais pour le coup, Katharina a vraiment un enthousiasme qui fait énormément de bien. Oh, Ça, merci, c'est évident. On merci, peut pas, ça merci. c'est évident. C'est ton Non, sourire. et un grand merci, Anthony. C'est toujours très, très sympa d'être avec vous en ligne, mais ça fait pas du tout en ligne, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, tant mieux. C'était le but. C'était le Et c'est but. sympa de revoir quelques personnes qu'on a déjà pu voir. Toujours sympa. Parfait. Merci infiniment à tous les deux. Une très belle soirée à vous Merci à vous et merci à tout le monde. Merci. et un, Waouh, et un très bel ça avenir c'est beau alors. pour Joanne Louis et son roman de Junil. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.